Nous lançons aujourd'hui le plus grand programme d'équipement de l'histoire du ministère de la Défense. Le JSF. Vous savez, pilote, vous êtes mon héros. Dans le ciel du désert de Mojave, une bataille de prototypes vient de s'engager. Pendant un an, 2 appareils vont voler, sans relâche, pour qu'au bout du compte, l'un d'eux soit choisi comme avion de combat du futur et sans doute dernier appareil militaire américain piloté. Il se pose merveilleusement. Oui, c'était formidable. Merci beaucoup, je me suis régalé. On va lui donner du fil à retordre à cet avion et le malmener dans tous les sens. C'est le but du jeu. Dans cette compétition ultra secrète, 2 géants de l'industrie aérospatiale américaine vont s'affronter dans un duel à mort. On ne pouvait imaginer compétition plus intéressante. 2 compagnies très différentes, 2 concepts différents. Un classique contre un révolutionnaire. Nous avons une équipe formidable. Faut faire en sorte qu'elle marche. On n'a jamais le temps de se détendre. Oui, je voudrais que ça bouge plus vite et avoir déjà fini. C'est exactement ce qu'il faut à notre client. Il commence à ressembler à un avion, ça fait plaisir. Je vois déjà le contrat. Moi aussi. Et pas n'importe lequel. Le plus lucratif de toute l'histoire militaire. Un contrat d'au moins 200 milliards de dollars. Et le vainqueur ne sera pas un avion banal. Il devra se poser sur un porte-avions, échapper aux radars ennemis et voler en stationnaire comme un hélicoptère. Concevoir un appareil répondant à ces 3 impératifs est un défi colossal. C'est loin d'être évident pour un jet. Tout nouveau concept expérimental connaît sa part de risques et d'échecs. Mais aujourd'hui, les militaires américains ont absolument besoin d'un gagnant. Ils estiment qu'avec leurs avions de combat vieillissants et les restrictions budgétaires continuelles, ils courent le risque de perdre la suprématie aérienne. Alors un avion polyvalent, un avion commun aux 3 armes, pourra-t-il satisfaire à la fois l'US Air Force, la Navy et les Marines? Cette machine mettra-t-elle fin à la spirale ascendante des dépenses militaires? Bénéficiant d'une autorisation sans précédent du ministère de la Défense, nos caméras vont vous emmener dans des lieux normalement inaccessibles, là où naissent, parfois dans la douleur, les avions les plus exceptionnels. Je remets à 0. Négatif, on préfère arrêter. Le concept de départ ne répondait plus aux besoins. Combien de travail encore avant que tout soit au point? 2 équipes vont se battre pour concrétiser leurs idées et faire voler leurs machines. Le JSF sera le premier avion d'attaque intégré au monde. Maintenant que la décision a été prise de lancer le programme, il est temps d'annoncer quel est le gagnant de la compétition. Car au bout du compte, le gagnant raflera toute la mise. À l'intérieur de cette valise se trouve l'avenir de la puissance aérienne américaine. Il n'y aura probablement plus jamais de programme aussi complexe et aussi important financièrement parlant. Ce programme, c'est celui de l'avion de combat intégré, le JSF. Depuis 5 ans, ce projet met en concurrence 2 titans de l'industrie aérospatiale pour décider qui construira la prochaine génération d'avions de combat. C'est un pactole de 200 milliards de dollars et le nom du gagnant se trouve dans cette valise. Le vainqueur de l'appel d'offres JSF dominera le marché des avions de combat, non seulement ici aux États-Unis, mais dans le reste du monde.
Attachez vos ceintures et repliez la tablette qui se trouve devant vous. Depuis les installations secrètes jusqu'à l'habitacle des tout derniers avions de combat, vous entrez dans le monde ultra confidentiel des avions expérimentaux, des machines de haute technologie façonnées à la main, dans lesquelles des pilotes vont décoller vers l'inconnu, avec seulement vous à leur côté. C'est ce duel qui décidera de qui construira le chasseur du XXIe siècle. En ces temps de lutte contre le terrorisme, les avions de combat sont en première ligne. Les appareils de l'US Navy se sont joints aux escadrilles de l'US Air Force et des Marines pour attaquer les talibans et les positions d'Al-Qaïda en Afghanistan. Ces avions ont joué un rôle essentiel dans la déroute de l'ennemi, comme ils l'avaient fait pendant la première guerre du Golfe, au début des années 90. Mais ces appareils sont les mêmes que ceux des années 80, conçus au début des années 70 pour répondre aux besoins de la guerre froide des années 60. La composante la plus importante de l'arsenal américain est basée sur un concept datant d'il y a près d'un demi-siècle. Nos avions sont usés, fatigués. Ils ont 30 ans, sont toujours excellents et remplissent très bien leurs fonctions, mais ils sont vieux. Dans les combats de demain, ils seront un peu comme des dinosaures, non seulement par leur forme, mais surtout par leur capacité électronique. Ils peuvent très bien ne pas tenir le choc. Aujourd'hui, il faut opérer à haute et non plus à très basse altitude et apparaître le plus petit possible sur les écrans radars. Nos missions sont les mêmes, mais le monde a changé. Presque tous les appareils militaires américains finiront un jour ici, dans le cimetière d'avions de la base de Davis Monthan, en Arizona. Les vieux généraux sont oubliés. Mais les vieux avions, eux, sont démantelés pour récupérer des pièces de rechange. Aujourd'hui, l'Air Force utilise toujours des milliers de ceux-ci. Les vénérables F-16. Mais cet avion n'est plus tout jeune. À l'époque de la furtivité, il apparaît sur les écrans radars aussi gros qu'une maison volante. Voici un F-18, l'avion standard de la Navy. Mais les machines servant en mer vieillissent vite. La chute brutale contrôlée, appelée atterrissage sur porte-avions, et la rapide accélération des décollages par catapulte finissent par créer des fractures irréparables dans la structure. Et les avions sont mis au rebut ici. Voici la V-8 Harrier, avion subsonique à décollage vertical en service chez les Marines. Certainement le seul appareil à décollage vertical encore opérationnel dans le monde, mais il est déjà ancien. Il date de l'invasion britannique des États-Unis par les Beatles. Et bien que largement amélioré par les soins de McDonnell Douglas, le Harrier est aujourd'hui mûr pour la retraite. L'objectif du programme JSF est donc ambitieux. Il s'agit de remplacer ces trois machines, le F-16, le F-18 et le Harrier. Nous savons comment construire un avion furtif. Nous savons comment faire un avion de combat agile à long rayon d'action. Peut-être savons-nous aussi étudier une machine décollant et se posant verticalement. Mais concevoir un appareil répondant à ces trois impératifs est un défi colossal. Le Pentagone a dépensé plus de 3 milliards de dollars en recherche pour savoir si la chose était possible. Et la réponse a été « faut voir ». Les avions ne seront pas exactement les mêmes, mais les éléments principaux seront communs. Même moteur, mêmes électroniques de bord. En fait, ce n'est pas grave si tout n'est pas identique. Mais les modules les plus onéreux doivent être communs. Au cours de la durée du service de l'avion, nous pourrions ainsi économiser 60 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent.
même pour le ministère de la Défense. Les trois armes étant d'accord sur leurs besoins, la première étape du programme JSF est un concours de prototypes devant déboucher sur une nouvelle famille d'avions de combat économiques. Et comme dans toute compétition de haut niveau, 2 constructeurs seulement se retrouvent en finale. Des milliards sont en jeu, et les fournisseurs du ministère de la Défense retiennent leur souffle au moment où le Pentagone va annoncer qui seront les 2 concurrents en lice. Les entreprises choisies sont Lockheed Martin et Boeing. La nouvelle déclenche une véritable onde de choc dans les milieux aéronautiques. Elle est un coup mortel pour l'un des plus grands noms de l'aviation. McDonnell Douglas, qui avait donné naissance à une prestigieuse lignée de chasseurs et pensait avoir une chance de figurer en finale, est éliminé. Pour l'entreprise et son personnel, le coup est fatal. Moins de 2 ans après, McDonnell Douglas est revendu à Boeing, l'un des finalistes du programme JSF. Ce grand spécialiste des avions commerciaux basé à Seattle semblait pourtant n'avoir que peu de chance dans cette bataille entre avionneurs militaires, et ce pour de bonnes raisons. Le dernier chasseur fourni par Boeing, le P-26P Shooter, datait des années 30. Un avion à hélice avec un cockpit ouvert. Boeing n'avait pas construit d'avions de combat depuis très longtemps. Et au début, Boeing faisait figure de canard boiteux dans cette compétition. Mais l'acquisition de McDonnell Douglas, constructeur du F-18 de la Navy et du Harrier des Marines, métamorphose le canard boiteux en redoutable concurrent. En rachetant McDonnell Douglas, Boeing passe soudain du statut de constructeur le moins expérimenté à celui de plus compétent. Nous devenions de force égale. L'équipe Boeing chargée du JSF est dirigée par Frank Stadkus, ingénieur depuis 30 ans dans l'entreprise. L'avion conçu par Boeing est basé sur une grande aile Delta. C'est une approche inhabituelle, mais qui présente 2 avantages. Elle est d'une grande simplicité structurelle et elle offre un énorme volume pour le carburant. Bien qu'aucun avion de combat américain n'utilise cette configuration depuis les années 60, le concept a ses atouts. L'avion le plus rapide du monde, le SR-71 Blackbird, est doté d'une voilure Delta parce que la traînée diminue aux vitesses supersoniques. La navette spatiale aussi est bâtie autour d'une aile Delta, car elle assure une grande portance. Mais ni la navette ni le SR-71 ne sont des avions très agiles. L'inconvénient d'une aile Delta se situe au niveau de la vitesse en virage. Et les surfaces mobiles de l'avion n'ont pas le levier suffisant pour permettre de virer serré. Sur leur tout nouvel appareil, le Typhon, les ingénieurs européens ont contourné le problème en ajoutant à l'avant de l'aile des surfaces mobiles dites canards. Mais aux États-Unis, les avions à aile Delta étaient boudés depuis des dizaines d'années. Jusqu'à l'arrivée de Boeing en finale du programme JSF. Pourquoi? Les voilures Delta ne coûtent pas cher à fabriquer. Boeing a pris du recul et s'est posé la question, qu'est-ce qui augmente le coût d'un avion? Comment l'éliminer? Et ils ont abouti à un concept très simple. L'expertise de Boeing en matière de voilure a permis de prendre une direction originale. Nos ingénieurs ont choisi de concevoir une aile en un seul morceau. Nous avions toujours taquiné l'idée de faire une voilure à structure porteuse et d'y fixer le fuselage. Cette fois, nous avons eu l'opportunité d'essayer. Boeing a choisi de répondre aux besoins de l'Air Force, de la Navy et des Marines en proposant une structure unique polyvalente. Leur avion peut même répondre au défi le plus ardu du JSF, se poser comme le Harrier.
Car bien qu'il ne soit pas d'une fiabilité exemplaire en matière de sécurité, le Harrier est sans doute l'avion de combat le plus polyvalent jamais construit. Le JSF devra donc offrir les mêmes capacités, ce qui conditionnera largement les choix de configuration du futur appareil. À pleine charge, avec ses bombes et ses réservoirs pleins, le Harrier décolle en moins de 150 mètres, un tiers de ce que nécessitent les autres avions de combat. Avec une longueur de décollage aussi courte, de nombreuses routes ordinaires peuvent servir de piste. Et après l'attaque, l'avion, plus léger, se pose à la Buck Rogers. Le Harrier tient en vol stationnaire grâce à cette tuyère orientable qui dirige le flux du réacteur vers le bas. Mais ce type de vol, baptisé sustentation directe, exige une puissance énorme. Et de plus, il est dangereux. Avant l'ordinateur, maintenir en équilibre un Harrier sur la colonne de gaz de son moteur était aussi aléatoire que d'essayer de rester assis sur un geyser. Et même aujourd'hui, le taux d'accident de cet avion est 4 fois supérieur à celui d'un F-18. Mais grâce à leur souplesse opérationnelle, les Harrier ont fait la preuve de leur efficacité. Et pendant la première guerre du Golfe, ils ont effectué plus de missions que n'importe quel autre appareil de combat. Pour les forces britanniques, le Harrier est un instrument essentiel. Les porte-avions anglais sont plus petits que leurs homologues américains, grâce justement aux capacités de décollage court du Harrier. Et les Anglais disposent ainsi à moindre coût d'une force aérienne transportable. Le Harrier a permis à la Grande-Bretagne d'être présente là où ce n'était pas concevable. La guerre des Malouines en est la démonstration flagrante. Sans les Harrier, nous n'aurions pas pu défendre les Malouines. Nous n'aurions jamais pu faire débarquer nos troupes ni faire venir le moindre avion cargo sur place. C'est ce qui a fait toute la différence. Mais le Harrier n'est pas supersonique. Un sérieux handicap pour un appareil de combat moderne. En termes d'agilité, de rayon d'action, d'endurance et de vitesse maximale, quels que soient les chiffres, l'avion n'est pas à la hauteur des machines modernes. Les Anglais ont donc besoin de lui trouver un remplaçant. C'est pourquoi ils participent au programme JSF à part entière. C'est la première fois qu'un pays étranger est impliqué dans le développement d'un avion de combat américain. La présence des Britanniques est l'illustration du défi technique principal que doit relever le JSF, se poser verticalement. Les deux constructeurs ont donc étudié des alternatives au système de poussée directe du Harrier. Et Boeing est arrivé à une conclusion surprenante. Au cours des années, les constructeurs d'avions ont étudié toutes les méthodes de sustentation possibles, et celle qui conditionne le moins les formes de l'appareil est la poussée directe. Le procédé choisi par Boeing est une version modernisée de la solution Harrier. Dévier le flux du réacteur vers le bas par des tuyères orientables. L'avantage du système Boeing, c'est d'ajouter le module de sustentation autour du moteur. Ainsi, les modifications sont minimales. Et moins les changements seront nombreux entre la version à décollage court des Marines et les autres, plus les économies seront importantes. Boeing a donc fait le choix de l'économie. Quand nous aurons terminé les essais en vol, nous aurons prouvé que la poussée directe est beaucoup plus économique, car elle permet un plus grand nombre d'éléments communs. Mais si la poussée directe est économique, elle présente aussi quelques inconvénients. Pour maintenir l'équilibre en vol stationnaire, le moteur doit se trouver au milieu, ce qui conduit à une énorme entrée d'air pour alimenter le réacteur. Et selon certains critiques, Boeing a conçu un engin particulièrement inesthétique. C'est un avion étrange. Il est petit, trapu. Le réacteur se trouve à l'avant et non à l'arrière. Il est affublé d'une énorme entrée d'air à l'avant qui me fait penser à un hippopotame. Il s'agit d'un avion de combat, pas d'un candidat à un concours de beauté. Mais en aéronautique, il existe un vieil adage. S'il est beau, il volera bien. Par-delà les apparences, la proposition de Boeing est une réponse habile au défi du JSF.
Faisant fi des traditions qui régissent la configuration des avions de combat, la firme de Seattle présente un projet radical mais simple et qui a l'avantage d'être économique à la fabrication. Boeing est donc prêt à affronter son concurrent au finish. Je rêve que je le vois immobile, en sustentation ou décollé d'une base ou d'un navire. Et parfois, je l'imagine en train d'abattre son concurrent. Seulement en rêve, répondrait-on chez Lockheed Martin, le plus gros fournisseur actuel du Pentagone. Depuis des dizaines d'années, dans ses installations secrètes en Californie, les légendaires Skunk Works, Lockheed conçoit et réalise des avions qui, à chaque fois, défient l'imagination. Les Skunk Works de Lockheed sont auréolés d'une réputation fondée sur leur capacité à réunir une petite équipe de personnes très motivées et ayant carte blanche pour résoudre un problème apparemment insoluble. Toute l'histoire de cette division tient en ces mots. Il n'y a rien que nous ne puissions pas faire, aucun projet qui nous fasse peur. Ici, on est fiers de dire, nous pouvons tout faire. Pour que Lockheed parvienne en finale de cette compétition, Rick Rebasek et ses collaborateurs ont déjà passé 5 ans à travailler sur leur proposition. Maintenant, ils disposent de 2 ans pour construire 2 prototypes. Si Lockheed gagne, leur travail aura porté ses fruits et l'avenir sera prospère. Si elle perd, les enjeux sont colossaux. Ce programme se poursuivra jusqu'en 2050. J'aurais pris ma retraite depuis longtemps. Les performances de cette équipe et les décisions qui seront prises au cours des 2 ans à venir seront déterminantes. le mythe Skunk Works est unique dans l'histoire de l'aviation. Ces usines furent le berceau du premier avion de combat américain, le P-80. Dans les années 50 et 60, c'est ici que l'on mit au point les avions espions les plus sophistiqués. L'U-2, volant à très haute altitude, et le SR-71 Blackbird, volant à Mach 3. Plus tard, on y a conçu le F-117 Nighthawk, le premier avion de combat furtif. Dévoilé au grand public lors de la première guerre du Golfe, le Nighthawk a été le seul appareil américain à frapper le centre de Bagdad. Et les images de DCA tirant la nuit à l'aveuglette sur des attaquants invisibles sont l'illustration surréaliste de son efficacité et de la réussite technique des Skunk Works. Ils menaient leur projet d'avant-garde entouré du plus grand secret, à tel point que personne au monde n'imaginait ce qu'ils préparaient. C'est angoissant d'être en concurrence avec des ingénieurs de ce niveau. Le F-117 sacrifiait vitesse et agilité pour la furtivité. Le F-22 Raptor, l'actuelle référence des avions de combat américains, construit lui aussi par Lockheed, a succédé au Nighthawk. Bien que très onéreux et trop spécifique pour le programme JSF, le Raptor apporte des solutions éprouvées, en particulier une nouvelle configuration plus furtive encore. Il n'est donc pas surprenant que Lockheed ait repris le même concept de base pour le JSF. Conçu autour d'une cellule commune, l'appareil proposé comporte des adaptations spécifiques pour chaque arme. Les plus visibles sont celles de la version navale, qui dispose de surfaces portantes agrandies pour les opérations à partir de porte-avions. D'aspect, le prototype Lockheed n'a rien d'original. Il donne l'impression que le bureau d'études n'a pas voulu prendre de risques. C'est dans les entrailles de l'appareil, dans la version à atterrissage vertical des Marines, que Lockheed a injecté tout son savoir-faire, en choisissant un système de propulsion très innovateur, le lift fan, la turbine de sustentation. Le lift fan est un défi dans la mesure où il n'a pas de précédent. Dans cette configuration, le moteur est à l'arrière, comme sur les avions de combat classiques. Un arbre de transmission le relie à une grande turbine placée derrière le pilote. Pour la sustentation verticale, le flux du réacteur est orienté vers le bas.
Mais la turbine est actionnée simultanément, aspirant l'air au-dessus du fuselage pour le souffler en dessous. Ce qui crée une poussée équilibrée en deux endroits, potentiellement plus puissante et plus stable que dans la solution Boeing. Mais pour accomplir un tel exploit, l'arbre de transmission tourne à une vitesse extrêmement élevée. Imaginez le système de propulsion d'un destroyer de l'US Navy miniaturisé pour tenir dans un fuselage d'avion. Un défi technologique digne de la tradition des Skunk Works. S'il fonctionne, le lift fan sera une révolution. Mais à l'état de projet, le système n'a pas que des partisans. C'est une solution très astucieuse, mais elle nécessite des engrenages, des paliers et beaucoup de pièces mobiles. Dans un avion opérationnel, il faut s'assurer qu'elles fonctionneront quoi qu'il arrive. Pour un pilote en vol stationnaire à 15 mètres du sol, la moindre défaillance et c'est la catastrophe. Malgré sa complexité, le lift fan offre un avantage non négligeable, invisible sur les capteurs et les écrans de contrôle des appareils de mesure, mais évident à l'œil nu, l'esthétique. Quand vous regardez l'avion Lockheed Martin, vous voyez qu'il correspond à ce que l'on attend d'un avion de combat moderne de haute performance. Je n'en dirai pas autant du projet Boeing. En général, quand on le voit, la réaction c'est « je comprends pas ». Lockheed construira ces modèles d'essai comme l'ont toujours été les prototypes du passé. Ils seront assemblés à la main, ici, dans les Skunk Works. Ces ateliers sont un atout d'importance pour remporter la compétition JSF. Lockheed essaiera de triompher en employant des technologies nouvelles, tandis que Boeing tentera sa chance avec un concept économique et un savoir-faire industriel de premier ordre. On ne peut imaginer compétition plus intéressante. Deux compagnies très différentes, deux concepts différents, un classique contre un révolutionnaire. Si Lockheed gagne, elle continuera à construire des avions militaires pour longtemps. Si Boeing l'emporte, elle pourrait bien dominer le marché des appareils militaires comme elle domine déjà celui des avions civils. Je crois que nous nous rappellerons cette date, cette compétition entre Boeing et Lockheed. On s'en souviendra comme du combat des titans. Le prochain affrontement dans cette guerre sans merci aura tout du combat rapproché. 2 kilomètres à peine séparent les Skunk Works de Lockheed des Phantom Works, les installations secrètes de Boeing.